uniquement les parties les plus importantes ou bien les parties qui sont nouvelles par rapport à ce problème, c'est-à-dire le problème ETC1. Donc, en TD, ce que nous avions fait, c'était le cours de M. Benkela pour pouvoir y répondre. Par contre, j'avais répondu à la question 4 qui était nécessaire pour faire les calculs de la deuxième partie, c'est-à-dire le nombre de passes côté tube. Et on avait fait aussi la deuxième partie, on avait commencé par le côté tube. Je vous ai expliqué en détail comment faire le calcul lorsqu'il s'agit du côté tube, c'est-à-dire déterminer le débit qui passe à travers un seul tube ou bien déterminer aussi le nombre de Reynolds. Et l'objectif principal de la partie, c'était de déterminer le coefficient de transfert thermique par convection côté tube. Aujourd'hui, on va voir le côté calandre et on finira avec la troisième partie, c'est le dimensionnement de l'échangeur, c'est-à-dire calculer la surface d'échange thermique. Est-ce que c'est bon? Eh oh, Oui, madame. très bien, Madame. très bien. Alors maintenant, je vais partager avec vous le sujet détaillé et on va suivre question par question, bien réponse par réponse. J'espère que je vais pouvoir le partager sans aucun problème. Alors, on va commencer. Là. Vous le recevez? Oui, madame. Très bien. Donc, c'est un fichier PDF. Oui, madame. Très bien. Donc, si vous souhaitez, après cette réunion, je pourrais, après chaque TD, Inch'Allah, vous envoyer le même fichier via le Yaous, par email. J'enverrai ça à vos 3 délégués. Comme ça, ils pourront vous partager, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas assister à la réunion. OK? Oui, madame, Inch'Allah. Très bien, Inch'Allah. Alors, on va commencer. Donc, je vais commencer, comme je vous l'ai dit, par la deuxième partie et on passe directement au côté calandre. Au côté calandre, OK? Donc, le côté tube, je viens de l'expliquer, on l'avait déjà détaillé en TD avant les vacances. Maintenant, on passe directement au côté calandre et on va commencer par... Éteignez le micro, s'il vous plaît. Alors, la question numéro 9. On vous demande de calculer Vous arrivez à m'entendre? Allô? Oui, madame, on vous entend. Oui, madame. Très bien, ok. Alors, je vais donner le corrigé pour la question 9. Ensuite, je vous cède la parole pour poser vos questions ou bien pour me dire ce que vous avez compris ou là, quelle est la partie qui vous dérange, etc. Ok? Donc, on va faire ça question par question. Donc, la question numéro 9, on vous demande de déterminer l'espace libre offert au fluide qui est compris entre deux chicanes successives et on vous demande aussi de calculer l'espace entre deux tubes adjacents. OK? Alors, pour cela, on va appliquer directement les expressions que M. Benkela vous a démontrées en cours. Vous avez déjà vu ça normalement, le côté calandre. Apparemment, vous n'avez pas encore vu ça. Ah, ok. Apparemment, vous n'avez pas encore entamé le dimensionnement d'un échangeur. Oui, madame. Ok. Alors, je vais essayer. Très bien. Je vais essayer de vous donner les expressions avec une toute petite explication parce que je ne me suis pas préparée à ça. Mais
Par la suite, M. Bnkhla va vous la détailler, d'accord? Vous allez mieux comprendre une fois qu'il vous aurait envoyé le cours, ok? Alors, on va commencer, hein? On va commencer par le calcul de l'espace libre offert au fluide compris entre deux chicanes successives. Alors, pour faire ce calcul, vous allez imaginer votre calandre. À l'intérieur, il y a des tubes. Vous faites une sorte de coupe, une coupe horizontale, et vous essayez de voir en haut qu'est-ce qui se passe. Vous suivez avec moi? Oui, madame. Ok. Alors, vous essayez de voir en haut qu'est-ce qui se passe. Alors, quand on voit en haut, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une chicane. Vous savez ce que c'est qu'une chicane, Yaché? Ah, donc, c'est-à-dire, une sorte, ça ressemble un petit peu à une boîte de distribution, mais elle est en général à 75% pleine et 25% de libre pour laisser le fluide passer côté calandre. Donc, vous avez une chicane et vous avez devant elle une deuxième chicane. Bien sûr qu'il y a un espace entre ces deux chicanes. OK? Donc, l'espace entre le centre de deux chicanes qui se suivent, on le note B. B, c'est l'espace entre deux chicanes qui se suivent. D'accord? Alors, entre les deux chicanes, qu'est-ce que vous avez? Donc, quand vous voyez d'en haut, vous avez une chicane qui est... J'arrive pas à... donc, vous avez... En tout cas, écoutez, parce que je dois vous tracer un petit schéma pour pouvoir vous l'expliquer. Et là, je suis en train de faire des gestes avec mes mains alors que vous n'arrivez pas à voir. L'essentiel, je vous donnerai ce détail quand je vous aurai envoyé le fichier PDF du corrigé par email. OK? Ok. Oui, madame. Très bien. Donc, essayez d'admettre ce que je vais vous dire maintenant, mais vous aurez plus Oui, d'explications. madame. Je vais attailler. Alors, donc, quand vous voyez une chicane qui est latérale, une deuxième latérale, et entre les deux, vous avez horizontalement, vous avez les tubes. OK? Vous avez les tubes. Maintenant, l'espace libre offert au fluide compris entre deux chicanes, c'est-à-dire cette distance qui sépare les deux chicanes. On sait que la distance entre le centre de deux chicanes successives, on le note B. Et l'épaisseur d'une chicane, c'est E. Alors maintenant, comment calculer l'espace qui sépare deux chicanes successives? Donc, vous prenez le B, vous lui retranchez 2 fois la moitié de l'épaisseur d'une chicane. Pourquoi? Parce que le B commence à partir du centre d'une chicane vers le centre de la deuxième chicane. Donc, vous lui retranchez l'épaisseur sur 2. Ça vous fera l'expression B moins E. Je répète, B c'est quoi? C'est l'épaisseur entre deux chicanes successives et E, c'est la distance entre deux chicanes successives et E, c'est l'épaisseur d'une chicane. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, madame, oui. OK. Alors maintenant, on fait l'application numérique. Alors, sur ce PDF, je vous ai donné le détail, c'est-à-dire même l'application numérique. La prochaine fois, Inch'Allah, pour les autres problèmes, il se pourrait que je ne donne pas toutes les applications numériques. Alors, c'est juste pour vous montrer, surtout lorsqu'il y a des conversions à faire, comment il faut les effectuer. Donc, nous avons dans les données, si vous avez votre série d'exercices devant vous, la distance séparant les deux centres de deux chicanes successives, elle est égale à 100 5 mm. millimètres. Et l'épaisseur d'une chicane, c'est 100 mm. Donc, vous faites
100 moins 5, ça va vous donner 95 mm, c'est-à-dire 95 10 puissance moins 3 mètres. Bien sûr, on fait la conversion en mètres parce qu'on va travailler en système SI. Tous les calculs, ça sera mètres, secondes, Kelvin et, c'est ce que j'ai oublié, kilogramme. OK? Donc, on travaille en système SI. Alors ça, c'est la première tranche, la réponse à la première tranche de la question. Maintenant, la deuxième tranche, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande l'espace entre deux tubes adjacents. Deux tubes adjacents, c'est-à-dire un tube et le tube qui vient juste après. On vous demande de calculer l'espace entre ces deux tubes. Vous savez que les tubes sont séparés, il y a du vide entre ces tubes. On n'a pas un tube qui est collé au deuxième, il y a toujours un espace entre les tubes. On appelle P, P représente le pas. Le pas, c'est-à-dire la distance qui va séparer le centre d'un tube et le centre du deuxième tube qui est tout près, c'est-à-dire le tube adjacent. OK? Et R2, c'est quoi? R2, c'est le rayon externe d'un tube. Maintenant, l'espace entre deux tubes adjacents, c'est-à-dire vous prenez la surface extérieure du premier tube et la surface extérieure du deuxième tube, vous calculez l'espace entre les deux. Mathématiquement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un petit schéma pour essayer d'expliquer ça? Ça sera P, le pas, c'est-à-dire la distance entre le centre du premier tube et le centre du deuxième tube. Vous lui retranchez quoi? Vous retranchez le rayon R2 du premier tube et le rayon R2 du deuxième tube. Ça vous fera combien de rayons à retrancher? Ça vous fera R2 plus R2, c'est-à-dire 2 fois R2. Donc, l'espace entre deux... Oui? S'il vous plaît, vous pouvez répéter parce que j'avais perdu le son de Abdullah. Là, il n'y a pas de souci. C'est pour l'espace entre deux tubes adjacents, c'est ça? Oui, madame. Très bien, je vais le faire. Alors, l'espace entre deux tubes adjacents, c'est-à-dire l'espace qui va séparer la surface externe du premier tube par rapport à la surface externe du deuxième tube qui est près de lui, c'est-à-dire adjacent à ce premier tube. Alors, comment on fait le calcul? Ça sera le pas P. Le pas, je rappelle, c'est quoi? C'est la distance qui sépare le centre du tube 1 et le centre du tube 2. Cette distance, on l'appelle le pas P. Alors, à cette distance, vous allez retrancher le rayon externe du tube 1 et, quand je dis et, ça veut dire qu'il va y avoir un plus, et le rayon externe du tube 2, c'est-à-dire, vous allez avoir P, la distance qui sépare les centres de deux tubes adjacents, vous lui retranchez, entre parenthèses, R2, le rayon R2 du premier tube, plus R2 du deuxième tube. Ça vous fera P moins 2 fois R2. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui, madame. OK. Alors, on fait l'application numérique. Dans les données, on vous a dit que le P, le pas, c'est égal à 30 mm. Et le rayon externe des tubes, il est égal à 12. Oui. Le rayon externe, comment, madame? Le rayon externe, le rayon interne. Alors, tu prends un seul tube. Tu arrives à imaginer l'échangeur. Tu arrives à imaginer le faisceau de tubes. Alors, tu prends un seul tube. Chaque tube, tu as un rayon interne et un rayon externe. Oui. Et plus l'épaisseur du tube. C'est bon? Mais nous, dans l'exercice, on vous a simplifié les choses. On vous a donné directement la valeur du rayon interne du tube R1 et le rayon externe du tube R2. Oui, oui. C'est bon, tu as compris? Oui. Très bien. Alors, je reviens à mon application numérique. Donc, je vous ai dit, le pas, c'est 30 mm. Le rayon R2, c'est 12 mm que je multiplie par 2.
Je fais 30 moins 2 fois 12, ça vous donne 6 mm, c'est-à-dire 6 10 puissance moins 3 mètres. Voilà l'espace entre deux tubes adjacents. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, madame. Ok. Oui, On peut passer à la question 10? oui, Très bien. Alors, dans la question 10, rappelez-vous ce que j'avais dit en TD, je pense que je l'ai fait avec vous aussi. C'est que dans ce problème, on vous a donné beaucoup de questions. Toutes ces questions, la majorité, c'est des questions intermédiaires. C'est-à-dire, on est en train de vous guider vers la solution. Donc, vous avez répondu on répond à la 9e question. On va ensuite, juste après, il y a la 10e question qui est en relation avec la 9e question. Alors qu'on pouvait directement vous poser la 10e question sans vous poser la 9e question. Mais on fait ça pour vous aider, pour que vous ne vous perdiez pas dans la résolution de votre problème. OK? Vous allez voir ça quand on va répondre à la 10e question. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la 10e question? Déterminer la section de passage A2 offerte au dodécane. Le dodécane, c'est le fluide qui traverse côté calandre. Alors, on vous donne l'explication de cette surface ou bien section droite A2. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la section de passage ou bien la section droite offerte à l'écoulement qui est comprise entre deux tubes adjacents et deux chicanes successives. C'est la section droite comprise entre deux tubes adjacents et deux chicanes successives. Ça me fait rappeler la 9e question, n'est-ce pas? Vous vous rappelez la 9e question, quand je reviens en arrière, qu'est-ce qu'on a calculé? L'espace ou bien la distance comprise entre deux chicanes successives et on a aussi calculé la distance qui va séparer deux tubes adjacents. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? A2, c'est la surface, surface ça veut dire des mètres carrés, qui est comprise entre deux tubes adjacents et deux chicanes successives. Alors ici, comme si on est en train de vous donner l'expression que vous devez utiliser. OK? Alors, ça veut dire que A2, c'est quoi? Ce n'est autre que B moins E, la distance entre deux chicanes successives moins l'épaisseur d'une chicane, multiplié par le pas moins de R2. C'est-à-dire, premier résultat, on avait calculé, multiplié par le deuxième. Ça nous donne bien des mètres carrés, c'est-à-dire une section ou bien une surface. OK? Et effectivement, le A2, quand vous aurez envoyé, Inch'Allah, le fichier détaillé de cette partie de la question 9, vous allez voir que le calcul de BME va nous donner, c'est comme si vous avez un rectangle. OK? B-E, c'est la largeur de ce rectangle et, ou bien la longueur de ce rectangle, et P-2R2, c'est la largeur de ce rectangle. Donc, si vous multipliez la longueur fois la largeur, ça vous donnera la section droite qui est offerte au fluide dodécane qui va traverser côté calandre. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Allô? Oui, c'est bon. madame. Ok, Oui, madame. très bien. Donc, vous faites par conséquent une application numérique directe et vous allez trouver que cette section droite, bien cette surface A2, elle est égale à 570, 10 puissance moins 6 mètres carrés. OK? Donc, voilà la réponse à
la question 10. Mais la question 10 comporte aussi une deuxième tranche, c'est-à-dire on vous demande d'en déduire la section de passage totale du fluide côté calandre. Et on va noter cette section droite AC. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. A2, c'est quoi? C'est la section de passage offerte au dédocane, mais qui est comprise uniquement entre deux chicanes. Mais dans votre échangeur, dans le côté calandre, vous n'avez pas uniquement deux chicanes, vous avez plusieurs chicanes. OK? Donc, chaque deux chicanes, vous avez A2. La surface entre deux chicanes successives, vous avez A2. Donc, vous allez avoir plusieurs fois A2. Donc, vous avez première chicane, par exemple, ici. La deuxième, elle est là. A2, c'est cette section droite. Ensuite, entre la deuxième et la troisième chicane, vous allez avoir la section droite A2. Entre la troisième et la quatrième chicane, vous allez avoir la section droite A2, etc. Jusqu'à avoir toutes les chicanes qui existent dans votre échangeur de chaleur. Maintenant, comment calculer? Vous allez me dire, donc pour calculer la section de passage totale du fluide côté calandre, ça sera quoi? Ça sera A2 plus A2 plus A2 plus A2, etc. Est-ce que vous suivez? Oui, madame. OK. Mais ce A2 plus A2 plus A2 plus A2 plusieurs fois, donc ça revient à calculer un produit. Donc AC, ça sera quoi? AC, ça sera cette section droite A2 multipliée par le nombre de fois. Et ce nombre de fois, il est donné par D sur P. D, c'est quoi? C'est le diamètre de la calandre. Et P, je rappelle, c'est le pas, c'est-à-dire la distance entre les centres adjacents. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la section de passage totale du fluide côté calandre qu'on note AC. Donc, ça sera la section de passage entre deux chicanes successives et deux tubes successifs qu'on note A2, multiplié par le nombre de fois. Ce nombre de fois, c'est le rapport D sur P. Donc, toutes ces expressions, vous devez les avoir en tête. Il faut les apprendre. OK? Mais quand vous allez, il va vous faire la partie dimensionnement en cours, il va vous démontrer d'où proviennent ces expressions. Comme ça, vous saurez d'où est-ce qu'on a pu avoir toutes ces expressions. Mais il faut les garder en tête pour l'examen et aussi pour plus tard quand vous allez faire votre projet de fin d'études ou bien quand vous allez passer pour votre carrière professionnelle, Inch'Allah. OK? Est-ce que c'est bon pour la 10e question? Oui, c'est bon, madame. Très bien. Alors, on passe maintenant à la question numéro. Donc, avant de passer à la question numéro 11, donc ici, j'ai fait l'application numérique. 337 millimètres, c'est le diamètre de la calandre. 30 millimètres, c'est le pas, multiplié par la section de passage A2 qu'on avait calculé dans la question 10, la première partie de la question 10, vous allez trouver la section de passage du fluide côté calandre, la section droite totale, c'est 6403, 10 puissance moins 6 mètres carrés. OK? Maintenant, on passe à la question numéro 11. Alors, dans la question numéro 11, on vous dit, en vous basant sur les positions que peuvent avoir les tubes dans un faisceau, et on vous demande de voir la page 6. Sachant que dans votre série d'exercices, vous n'avez pas ces pages, vous n'avez pas la page 4, 6 et tout, parce que c'est j'ai oublié de les introduire dans la série, mais je vous les enverrai en PDF. D'accord? Vous allez avoir, parce qu'en majorité, c'est des parties qui concernent le cours. OK? Donc, je vais vous les envoyer en PDF avec le corrige, Inch'Allah. Donc, au niveau de la page 6, vous avez deux expressions. Alors, on vous demande dans la question 11 de déterminer le diamètre
hydraulique de la veine fluide. Alors pourquoi on parle de diamètre hydraulique? Parce que vous savez que dans la première partie, on a fait le calcul, plutôt la deuxième partie, quand on a fait le calcul côté tube, c'était des tubes et les tubes avaient une section droite circulaire. Donc on parlait directement de diamètre ou bien de rayon de tube. Il n'y avait pas de souci. Mais maintenant, on est dans le côté calandre et on essaye de voir, de travailler avec le fluide qui traverse la calandre. Le fluide qui traverse la calandre, il est délimité par quoi? Par le diamètre de la calandre. Il y a une section droite circulaire et aussi par les tubes, d'accord? La surface externe des tubes. Et nous avons plusieurs tubes. Nous n'avons pas un seul tube, mais plusieurs tubes. À ce moment-là, quand je m'intéresse au passage du fluide côté calandre, donc il sera délimité par la surface de la calandre, voilà, la surface de la calandre et la surface externe de chaque tube. Et là, je ne pourrai plus, donc ce n'est plus une section droite circulaire, donc je ne pourrai plus parler de diamètre. Je parle par contre de diamètre hydraulique qu'on note DH. OK, on parle ici d'un diamètre hydraulique. Hydraulique, on en parle lorsque la section de passage du fluide ne correspond pas à celle d'un cercle. Ce diamètre est donné pour un échangeur tube calandre par les expressions suivantes. Ce sont des expressions qui sont dans la littérature, qui sont dans les données des gens qui travaillent ou bien qui font le dimensionnement des échangeurs de chaleur. Alors, ces diamètres sont les suivants. C'est ce que vous allez voir dans la page 6 dont on vous parle dans la question. Donc, voilà, première expression et deuxième expression. Alors, comment choisir entre est-ce qu'on va prendre la première ou bien la deuxième expression pour calculer le diamètre hydraulique? Eh bien, ça dépendra du faisceau. Est-ce qu'il est en ligne ou bien en fréquence? Parce que vous savez que pour le côté tube, je pense qu'il vous a parlé de ça en cours, vous avez soit un faisceau qui est en ligne, soit un faisceau qui est en coinquance. Alors, si je reviens à ma série d'exercices, je reviens à l'énoncé. Lorsque vous lisez le troisième paragraphe, la dernière ligne du troisième paragraphe, qu'est-ce qu'on vous dit? L'alignement des tubes est en ligne à pas carré qu'on notera P. Donc, quelle est l'expression que je vais choisir parmi les deux? Je vais prendre celle-là. OK? Je ne vais pas travailler avec celle-ci, mais je vais travailler avec celle-là. Tel que SL, c'est la distance transversale et la distance latérale. ST et SL sont égales et elles sont égales au pas. Donc, ST est égal à SL, c'est aussi égal au pas. Donc, il suffit de remplacer ST par P et SL par P aussi. Et vous avez R2, c'est le rayon externe du tube. Donc, quand je remplace dans cette expression ST et SL par P, je vais tomber sur la relation suivante. Donc, le diamètre hydraulique, ça sera 4 fois le pas au carré moins pi R2 carré divisé par 2 pi R2, c'est-à-dire le diamètre externe. Vous faites votre application numérique et vous allez trouver que le diamètre hydraulique est égal à 23,771 10 puissance moins 3 mètres. Est-ce que vous avez compris pour le diamètre hydraulique? Est-ce que vous avez compris? Non, madame. Est-ce que vous n'avez pas compris? Non, je n'ai pas compris cette question. Qu'est-ce que vous n'avez La pas loi compris? et l'application après. Celle-là? Pourquoi on a choisi
Pourquoi on a choisi celle-là? Oui. Ok. Parce que vous avez un faisceau en ligne. Si c'était un faisceau en coinquance, on aurait pris celle-ci. Alors pour le faisceau en ligne, comment on a su que c'est un faisceau en ligne? Parce que dans le troisième paragraphe de l'énoncé de l'exercice, on vous dit, au niveau de la dernière phrase, l'alignement des tubes est en ligne. C'est tout. Si on vous avait dit que l'alignement des tubes était en coinquance, on aurait pris celle-là. Ce sont des expressions qui sont données dans la littérature. OK? Et en cours, quand il va vous faire le cours, là, si vous avez déjà envoyé le polycopier de cours, vous allez trouver le schéma où il montre c'est quoi ST et c'est quoi SL. Moi, je ne peux pas le faire maintenant parce que je n'ai pas le schéma en face de moi. Peut-être quand je vous aurai envoyé le PDF le corrigé détaillé avec ce que je vais rajouter, je vais essayer d'introduire le schéma pour le faisceau en ligne pour que vous puissiez voir où est ST et où est SL. OK? Dans notre cas, puisque c'est un pas carré, ST est égal à SL. Étant donné que le pas est carré, ST est égal à SL. Et c'est aussi égal au pas, à la valeur du pas. Donc, il suffit pas de remplacer ST par P et SL par P et vous faites l'application numérique. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, merci, madame. Alors maintenant, on peut passer à la question numéro 12. Alors, au niveau de la question numéro 12, on vous demande de calculer le nombre de Reynolds. On va noter Reynolds indice 2 pour dire qu'on est en train de parler du côté calandre. Et là, on vous précise entre parenthèses, vous devez utiliser les résultats des questions 10 et 11. 10, c'est-à-dire là où on avait calculé la section droite offerte à l'écoulement côté calandre, et la question 11, là où on vient de calculer le diamètre hydraulique. Donc, en se basant sur ces deux résultats, je pourrais calculer le nombre de Reynolds. Par définition, on sait que le nombre de Reynolds, d'une manière générale, c'est quoi? Là, c'est 2 et non pas E. Hein. Il y a une erreur de frappe. Alors, le nombre de Reynolds, d'une manière générale, c'est la masse volumique multiplié par la vitesse moyenne ou bien la vitesse débitante, multiplié par une longueur caractéristique, divisé par la viscosité de votre fluide. J'applique la définition côté calandre. Ça sera quoi? Reynolds indice 2, c'est la masse volumique du fluide 2, multiplié par sa vitesse d'écoulement, multiplié cette fois-ci par le diamètre hydraulique, étant donné que nous n'avons pas une section droite circulaire, donc on va travailler avec le diamètre hydraulique, divisé par la viscosité dynamique du fluide 2. OK? Puisque on ne vous a pas donné la vitesse, on ne connaît pas la vitesse d'écoulement. Qu'est-ce qu'on connaît par contre pour le deuxième fluide? On nous a donné le débit massique. Mais on connaît la relation entre le débit massique et la vitesse d'écoulement. Je la rappelle parce que je l'avais déjà faite en TD avant les vacances. Donc, le débit massique, c'est quoi? C'est la masse volumique multipliée par le débit volumique. Et le débit volumique, c'est quoi? C'est la vitesse multipliée par la section droite. OK? Donc, à partir de là, je peux tirer la vitesse V. La vitesse, ça sera quoi? Ça sera le débit massique W divisé par la masse volumique multipliée par la section droite offerte à l'écoulement. Quand je remplace V2 par l'expression que je viens de citer, vous allez avoir Reynolds indice 2, ça sera le débit massique divisé par A2, parce que la masse volumique, elle va se simplifier, multiplié par le diamètre hydraulique, divisé par la viscosité dynamique. Est-ce que vous avez compris le passage de là à là? Il faut le faire avec un stylo. Donc, V2, c'est quoi? C'est W2
divisé par ρ2 A2. ρ2 se simplifie avec 2 minutes. Il y a une autre erreur de frappe, c'est pas A2, c'est AC. Hein. C'est la section droite totale offerte à l'écoulement. Ensuite, je corrigerai tout ça. OK? Donc, c'est AC et non pas A2. Donc, ça sera V2, c'est W2 divisé par ρ2 AC. Le ρ2 se simplifie avec le ρ2. Qu'est-ce qui va rester? W2 DH sur AC mu 2. OK? Ensuite, vous faites l'application numérique, vous avez toutes les données. Vous avez le débit massif du fluide 2. On a calculé tout à l'heure le diamètre hydraulique. On a calculé aussi AC et la viscosité dynamique du fluide 2, elle est donnée dans le tableau. Donc, vous travaillez juste en système SI et vous faites votre application numérique. La voici. Alors là, j'ai fait l'application numérique pour vous montrer qu'il y a une conversion à faire. W2, on ne vous a pas donné W2, on vous a donné normalement le débit. Alors, on vous a donné pour le fluide 2 Q2 et non pas W2, mais W2 c'est Q2, c'est ρ2 fois Q2, donc je peux remplacer. Q2 c'est 15 mètres cubes par heure, donc ça nous donne 15 divisé par 3600 pour avoir des mètres cubes par seconde. Vous remplacez et vous allez trouver un nombre de Reynolds égal à 15 468,66. Donc, c'est un régime qui est turbulent. Alors ici, je reviens un petit peu à l'expression du nombre de Reynolds. Puisqu'on vous a donné Q2, on aurait pu, sans faire toute cette gymnastique, on aurait pu directement remplacer V2 par Q2 divisé par AC, d'accord? Et non pas travailler avec W. OK? Alors maintenant, j'ai mis une remarque en rouge, elle est très importante. Alors regardez bien. D'une manière générale, je ne parle pas uniquement de l'échangeur subcalandre, même si je garde W2 ou là, mais je parle d'une manière générale ici. Le nombre de Reynolds, si vous écrivez le nombre de Reynolds comme étant 4 fois le débit massif sur pi fois le diamètre hydraulique mu2, c'est une expression qui est fausse. Pourquoi? Parce que lorsque la section droite n'est pas circulaire, on ne peut pas écrire que la section offerte à l'écoulement, elle est égale à pi fois le diamètre hydraulique au carré divisé par 4. Vous vous rappelez, si la section droite est circulaire, la surface, comment on la calcule? C'est pi fois le diamètre au carré sur 4. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes là? Non. Oui. Non. Ah, comme là. OK. Alors, la section, lorsque vous avez un cercle, la section droite d'un cercle, comment on l'écrit? C'est pi diamètre au carré divisé par 4. On sait tout ça. Maintenant, si la section droite n'est pas circulaire, vous n'avez pas le droit d'écrire que la section droite elle est égale à pi et vous remplacez le diamètre par le diamètre hydraulique. C'est faux. Donc, il faudrait faire comme je l'ai fait ici. Donc, vous avez votre débit massif ou bien volumique et vous divisez par la section droite offerte à l'écoulement. Le diamètre hydraulique va toujours exister. OK? Vous le faire le petit passage ou bien plus de détails sur la remarque qui est en rouge. Je vais essayer de la détailler sur feuille. Je prendrai une photo et je vous l'enverrai par mail. Je l'enverrai à vos délégués. D'accord? Comme ça, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer maintenant. OK?
Oui, madame. OK. Alors maintenant, si vous avez compris pour le calcul du nombre de Reynolds 2, on va passer à la 13e question, c'est-à-dire la question principale de la partie calandre, c'est-à-dire calculer le coefficient de transfert thermique par convection H2 côté calandre. Et là, on vous exige de travailler avec la corrélation suivante, celle-là. C'est-à-dire le nombre de Nusselt, il est égal à 0,36 multiplié par le nombre de Reynolds à la puissance 0,55 multiplié par le nombre de Prandtl à la puissance 1 tiers. Alors ici, j'ai fait ce petit paragraphe. Il est à noter que pour le premier membre, c'est-à-dire le nombre de Reynolds, de cette corrélation, donc ce premier membre, celui-là, il représente le nombre de Nusselt côté calandre. On devrait alors travailler avec le diamètre équivalent. Vous allez le voir quand M. Boukhla va vous faire le dimensionnement en cours, il va vous dire que le nombre de Nusselt côté calandre, on l'écrit comme étant le coefficient de transfert thermique par convection H multiplié par un diamètre qu'on appelle le diamètre équivalent, un diamètre qu'on note DE, divisé par la conductivité thermique du fluide. Mais ici, quand vous calculez les échangeurs tube calandre, vous allez remarquer que le diamètre équivalent, il est égal au diamètre hydraulique. C'est pour ça qu'on a mis directement à la place du diamètre hydraulique le diamètre équivalent. D'accord? Alors, donc je l'ai écrit. Cependant, pour un échangeur tube calandre, les deux diamètres, c'est-à-dire équivalent et hydraulique, sont égaux. Donc, vous pouvez travailler, puisqu'on vient de calculer le diamètre hydraulique, ce n'est pas la peine de recalculer le diamètre équivalent. Donc, vous prenez directement votre diamètre hydraulique. Ça, c'est la première remarque concernant la corrélation du nombre de Nusselt côté calandre. La deuxième remarque est la suivante. En outre, si on ne nous impose pas l'utilisation d'une corrélation particulière, que ce soit côté tube ou bien côté calandre, on travaille avec les corrélations de Seider et Tate. Vous les connaissez, les corrélations de Seider et Tate? Vous les avez déjà vues normalement en 3e année. Oui, madame. Voilà. Il y a une corrélation de Seider et Tate pour les gaz et une autre corrélation pour les liquides. Donc, ces deux corrélations, vous devez les apprendre par cœur. Parce que parfois, le jour de l'examen, si on ne vous impose pas de travailler avec une corrélation que nous vous donnerons nous-mêmes, vous devriez travailler avec les corrélations de Seider et Tate. Donc, il faut les avoir en tête. Vous les avez côté gaz et côté, pour les liquides et pour les gaz. C'est bon? Alors maintenant, je reviens à ma corrélation, celle-là, et je vais calculer H2. Donc, ça me donnera ceci. H2, ça sera quoi? Ça sera 0,36 multiplié par la conductivité thermique du fluide 2 divisé par le diamètre hydraulique qui est égal au diamètre équivalent multiplié par le nombre de Reynolds 2 à la puissance 0,55 multiplié par le nombre de Prandtl 2 à la puissance 1 tiers. Vous faites votre application numérique et vous allez trouver que le coefficient de transfert thermique par convection côté calandre est égal à 1030,878 watts par mètre carré Kelvin ou bien watts par mètre carré degré C. Et n'oubliez pas, un résultat avec une unité fausse ne sera pas comptabilisé juste et un résultat, même s'il est juste sans unité, il ne sera pas comptabilisé juste. Donc, vous devez, chaque résultat, vous lui donnez son unité. Est-ce que c'est bon pour H2? Madame, Oui. s'il vous plaît, vous pouvez reprendre on a travaillé avec DH et pas le diamètre d'équilibre. D'accord. Parce que, monsieur, équivalent. Diamètre équivalent. Oui, équivalent. Parce qu'il s'agit d'un échangeur tube calandre. Quand vous travaillez avec un échangeur tube calandre, quand vous faites, parce que
On a vu l'expression qui nous donne des H. En cours, il va vous montrer l'expression qui vous donne des diamètres équivalents. Si vous faites les calculs avec le diamètre hydraulique ou là, si vous calculez le diamètre hydraulique et ensuite vous utilisez l'expression pour calculer le diamètre équivalent pour un échangeur tube-calandre, vous allez trouver exactement la même chose. Mais pour un échangeur tubulaire simple, ce n'est pas la même chose. Vous avez déjà vu les échangeurs tubulaires simples? Oui. Les tubes concentrés. Quand vous calculez DH, vous allez trouver haja. Quand vous calculez le diamètre équivalent, vous allez trouver autre chose. C'est bon? Oui, d'accord, merci. Allez, on peut passer maintenant, si vous avez compris comment calculer H2, on passe au calcul à la deuxième partie. Attendez. Alors, exercice. On passe maintenant à la dernière question de la partie 2, c'est-à-dire la question numéro 14, qui va résumer tout ce qu'on vient de faire, parce que vous allez voir qu'on a fait tous ces calculs pour arriver justement au calcul du coefficient global de transfert thermique au sein de notre échangeur. On le note U. Je vous ai déjà parlé pendant la séance de notre TD, la première séance de TD qu'on a eu avant les vacances, j'ai déjà parlé du coefficient U. Vous vous rappelez, j'avais même écrit sur le tableau les 5 expressions que vous devez toujours garder en tête pour le calcul de n'importe quel échangeur, qu'il soit tubulaire simple ou les tubes calandres. Donc, il fallait garder en tête ces 5 expressions. Vous vous rappelez? Oui, madame. Voilà. Et d'après les questions qu'on vous pose, vous allez voir quelle est l'expression que je dois utiliser. Alors maintenant, on va calculer le coefficient global U. Pour ce faire, donc je vous dis, comme je l'ai déjà expliqué au cours de notre première séance de TD, le coefficient global de transfert thermique au sein de l'échangeur est obtenu à partir de l'écriture de la résistance équivalente au transfert thermique qui va s'effectuer du fluide 1 vers le fluide 2. À travers quoi? À travers la surface de votre tube. En outre, s'il est évalué par rapport à la surface externe du tube, sauf si on vous exige de le faire évaluer par rapport à la surface interne du tube. Mais ça vous donnera toujours à la fin la même quantité de chaleur échangée au sein de notre échangeur. Alors maintenant, comment calculer ce coefficient U? J'applique la 5e expression, bien la 4e expression que j'avais donnée pendant notre séance de TD, c'est-à-dire 1 sur U S2. Pourquoi j'ai mis S2? Parce que je vais évaluer ce coefficient par rapport à la surface S2. S2, c'est quoi? C'est la surface externe d'un tube. S2, c'est la surface externe d'un tube. Et S1, c'est la surface interne d'un tube. Comment calculer S1 et S2? Vous appliquez les expressions que vous connaissez. C'est des surfaces latérales, donc ça sera 2pi R1 L. L, c'est la longueur du tube pour S1. Et pour S2, ça sera 2pi R2 L. Maintenant, je reviens à ma résistance globale. Voici ma résistance globale. Ça sera la résistance par convection pour le fluide 1, plus résistance par conduction du matériau du tube entre R1 et R2, plus la résistance par convection du fluide 2. Alors, ça sera 1 sur H1S1, plus la résistance par conduction, c'est quoi? Vous l'avez déjà vu en 3e année, c'est ln de R2 sur R1 divisé par 2pi KL. K, c'est quoi? C'est la conductivité thermique du tube et L, c'est la longueur du tube, plus 1 sur H2S2. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Eh oh! Vous avez compris? Oui, madame.
Ok, Madame. très bien. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien ce que je vais faire maintenant. Écoutez, le fichier Hadaya, je viens de m'apercevoir qu'il y a beaucoup d'erreurs de frappe parce que je les ai fait, j'ai fait la saisie récemment parce que mes corrigés sont sur papier. Donc, il y a pas mal de trucs qui sont mal écrits. Donc, je vous enverrai, ne tenez pas compte de ce fichier. Je vous enverrai la version finale par mail. D'accord? D'accord, madame. Très bien. Je fais ici, je vais multiplier tout le monde par S2. Donc, je vais m'en débarrasser. Qu'est-ce que ça va me donner? 1 sur U, ça sera égal à 1 sur H1 multiplié par S2 sur S1, plus ln de R2 sur R1 divisé par 2pi KL multiplié par S2, plus 1 sur H2, puisque le S2 va se simplifier avec celui-là. Ensuite, je remplace S2 et S1 par leurs expressions. Donc, il y aura des termes qui vont se simplifier, c'est-à-dire 2pi L. À chaque fois, il y aura simplification de 2pi L. Qu'est-ce qui va rester? Il y aura 1 sur U et non pas U, ça sera 1 sur U qui sera égal à 1 sur H1, R2 sur R1 plus R2 sur K, ln de R2 sur R1 plus 1 sur H2. Ensuite, vous faites l'application numérique et vous aurez le résultat pour 1 sur U qui vous donnera U. Ça sera l'application numérique à la puissance moins 1, parce que je prends l'inverse. OK? Et ça vous donnera une valeur de 752,03 watts par mètre carré Kelvin pour le coefficient global de transfert thermique. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. OK. Si j'avais voulu calculer ou bien évaluer le coefficient U par rapport à la surface S1 et non pas S2, qu'est-ce que j'aurais écrit? J'aurais écrit 1 sur U S1, ça sera 1 sur H1 S1 plus ln de R2 sur R1 de pi KL plus 1 sur H2 S2. C'est-à-dire, le membre ne va pas changer. Qu'est-ce qui va changer? C'est uniquement 1 sur U S1. Ensuite, je fais la même chose, je multiplie par S1 partout, il y aura des simplifications et j'aurai la valeur de U. Mais il faut faire attention. Le U que je vais calculer, que je viens de calculer par rapport à S2, le voici. Mais le U que vous aurez calculé par rapport à S1, il sera différent. Ça ne sera pas la même chose. Hein? OK? Oui. OK. Oui. Par contre, le produit U1 S1, il sera égal à U2 S2. Donc, vous n'allez pas avoir le même coefficient global U. Mais si vous calculez le produit pour chaque coefficient avec la surface qui lui correspond, vous allez trouver la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ça revient à la même quantité de chaleur échangée. Que vous travaillez avec un U évalué par rapport à la surface interne du tube ou bien U évalué par rapport à la surface externe du tube. C'est bon? OK. Maintenant, on va finir avec la troisième partie. La troisième partie, c'est l'objectif de notre travail. N'oubliez pas qu'on a fait tout ça pour dimensionner notre échangeur. Quand on dit dimensionner, ça veut dire trouver la surface d'échange. Donc, la troisième partie, c'est le calcul de la surface d'échange thermique au sein de notre échangeur tube calandre avec les fluides qu'on a pris comme fluides de service. Alors, la 15e question, pour arriver à la surface d'échange, c'est la question numéro 16. C'est la dernière question. Mais avant de pouvoir calculer la surface totale d'échange nécessaire à effectuer cet échange thermique, je dois d'abord calculer la moyenne logarithmique des différences de température qu'on note delta T ml.
Donc, je vous l'ai déjà expliqué en TD. Le calcul de la delta TML pour un échangeur tube calandre se fait toujours à contre-courant. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que le contre-courant, il nous donne la meilleure quantité de chaleur échangée, ou bien si vous connaissez la quantité de chaleur et vous ne connaissez pas la surface, il va vous donner la surface la plus faible. Et nous, en tant qu'ingénieurs, on cherche toujours à avoir le maximum de rendement avec le moindre coût. Quand je dis moindre coût, ça veut dire qu'il faudrait que ma surface d'échange soit la plus petite possible pour ne pas avoir à perdre de l'argent supplémentaire à l'achat d'une longueur supplémentaire de tube. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. C'est bon. Alors, donc, le contre-courant, c'est l'idéal. Donc, à chaque fois, la delta TML, vous la calculez à contre-courant. Le résultat sera par la suite multiplié par un coefficient de correction qu'on note F. Normalement, vous le connaissez. Pourquoi on utilise ce coefficient de correction? Parce que vous savez que dans un échangeur tube calandre, très souvent, nous avons un échangeur tube calandre à plusieurs passes côté tube et plusieurs passes côté calandre, comme c'est le cas dans notre exercice. Donc, quand on dit par exemple plusieurs passes côté tube, ça veut dire quand le fluide 1 va rentrer et le fluide 2 va rentrer, peut-être au début, ils sont à contre-courant, mais pour la deuxième passe, ils seront à coup courant. Ensuite, ils seront à contre-courant, ensuite à coup courant. Donc, je n'ai pas un contre-courant parfait. Donc, pour régler ce problème, on multiplie la delta TML qu'on calcule à contre-courant parfait par ce coefficient qu'on appelle le coefficient de correction. OK? Mais lorsque l'échangeur, même s'il est à tube et calandre, mais il est à une seule passe côté tube, une seule passe côté calandre, ce coefficient F sera égal à 1. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser. Donc, je répète, le coefficient F, si pour un échangeur tube calandre, s'il est à plusieurs passes côté tube, plusieurs passes côté calandre, ce F est inférieur à 1. Mais si vous travaillez avec un échangeur tube calandre, mais à une passe côté tube, une passe côté calandre, le F il sera égal à 1. Comme si vous êtes en train de travailler avec un échangeur tubulaire. Simple. OK? Je parle pour le calcul de la delta TML. Hein. Alors maintenant, pour calculer la delta TML, je reprends le schéma de mon échangeur, le voici. Le voici. Donc, j'ai fait la représentation exprès pour montrer le contre-courant. Donc, vous avez l'entrée du deuxième fluide qui correspond à la sortie du premier fluide et l'entrée du premier fluide elle correspond à la sortie du deuxième fluide. Ici, je vais appeler ça X égale à 0, c'est l'entrée de mon échangeur. Et là, ça sera X égale à L, c'est la sortie, ou bien vous pouvez inverser, il n'y a pas de souci. OK? Maintenant, pour calculer la delta TML, qu'est-ce qu'on fait? On fait la chose suivante. On calcule d'abord, donc on partage notre échangeur. Je vais le partager en 3. J'ai ce compartiment qui correspond à l'entrée du deuxième fluide et à la sortie du premier. Et j'ai celui-là qui correspond à l'entrée du premier fluide et à la sortie du deuxième. Donc, ce compartiment, je vais l'appeler X égale à 0. Et le deuxième, je vais le prendre comme étant correspondant à X égale à L. Là, je vais calculer une différence de température que je vais appeler delta T0 pour dire c'est en X égale à 0. Et là, ça sera delta TL pour dire c'est en X égale à L. Donc, vous faites votre calcul. Ça sera T2E moins T1S pour delta T0. Et pour delta TL, ça sera T2S moins T1E. Et attention ici, quand je calcule la différence de température, je me débrouille pour avoir toujours une quantité positive. OK? Je ne vais pas commencer par T1S et ensuite T2E. Je vais avoir une valeur négative de delta T. Donc, je commence toujours par la température la plus grande, ensuite la plus faible. Alors ici, pour l'application numérique, ça va vous donner
120 moins 30 qui vous donnera 90 degrés. Et pour le delta TL, ça sera 60 moins 20, ça vous donnera 40 degrés C. Quelle est la température la plus élevée? C'est celle-là. Donc, je vais l'appeler delta T max. Et la deuxième, je vais l'appeler delta T min. Par conséquent, l'expression de la delta TML, je ne l'ai pas donnée au début. La voici. Je n'ai pas donné l'expression de delta TML. Attendez. Je devais la donner, j'ai oublié. Bon, delta TML par définition, bon, je l'ai faite au cours de la première séance de TD, mais j'ai oublié d'écrire l'équation ici. Alors, delta TML, c'est quoi? C'est delta T max moins delta T min divisé par logarithme nipérien de delta T max sur delta T min. Quand vous faites votre application numérique, vous allez trouver delta TML égale à 61,658 degrés C. Alors, vous prenez toujours, pour chaque application numérique, essayez de prendre 3 chiffres après la virgule. Est-ce que c'est bon pour le calcul de delta TML? Oui. OK. Maintenant, on va finir avec la dernière question. Calculez maintenant la surface S d'échange totale. Ce n'est pas la surface d'un seul tube, mais la surface d'échange pour tous les tubes qui est nécessaire pour effectuer cet échange thermique, sachant que le facteur de correction, vous l'a donné, parce qu'on peut le calculer. Il y a un problème dans la série où vous devez vous-même calculer le F. Donc, je vous montrerai comment on calcule F au temps voulu, Inch'Allah. Pour le moment, le F, il est donné, c'est 0,97. C'est un facteur qui n'a pas d'unité, donc c'est sans unité. Alors, ça veut dire quoi? Annoter le contenu partagé. Bon, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais devoir refuser. Comme Anissana Oula fait le Webex. Donc, on continue, s'il vous plaît. Il y a Dounia. Dounia. Oui, madame. Ce que tu viens de la demande de cotation, parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'ai peur de faire n'importe une manœuvre, une mauvaise manœuvre. Tu peux l'enlever, s'il te plaît? Oui, madame. Allez. مانيش نسمع فيك مليح مدام. Tu as demandé la notation du contenu. Bon. Alors ici, regardez bien pour le calcul de la surface d'échange, je vous ai écrit cette phrase. Pour minimiser les erreurs de calcul, il est conseillé de ne pas faire de calcul intermédiaire. Donc, quand on vous pose une question, essayez de donner l'expression relative à la question. Ensuite, vous faites une seule application numérique. Parce que lorsque vous faites des applications numériques intermédiaires qu'on ne vous demande pas de faire, vous risquez de faire des erreurs et donc de cumuler les erreurs. Donc, de préférence, faites l'application une seule fois, comme je l'ai fait ici, je l'ai faite ici. Alors, regardez bien. Pour calculer la surface d'échange, elle se trouve dans l'expression Q point, ça sera U, S, F, delta TML. Cette expression, je vous l'ai déjà donnée en TD. OK? Et on sait aussi que Q point, c'est quoi? C'est W2, CP2, T2E moins T2S. Sachant que W2, puisque dans les données, on ne vous a pas donné un débit massique, mais un débit volumique, c'est ρ2 fois Q2. Donc, il suffit que je fasse l'égalité entre ces deux flux. Qu'est-ce que je vais avoir? Cette expression, elle est identique à celle-là, et je pourrais tirer le S. S, ça sera quoi? Ça sera ρ2 Q2, CP2, T2E moins T2S, divisé par quoi? Par U, F, delta TML. OK? Maintenant, je regarde mon expression. Est-ce que j'ai toutes les données? Oui.
Rho2, c'est une donnée du problème. Q2, c'est une donnée du problème. CP2, c'est une donnée du problème. T2E et T2S sont données dans l'énoncé. U, on l'a calculé au niveau de la question numéro 14. F, c'est une donnée du problème. Delta TML, on vient de la calculer. Donc, vous faites directement votre application numérique et vous allez trouver que votre surface totale d'échange, elle est égale à 9,421 mètres carrés. Donc, voici la surface totale de notre échangeur nécessaire pour effectuer l'échange thermique tel qu'il est donné dans l'énoncé du problème. Voilà, j'ai fini avec la correction de cet exercice. Est-ce que vous avez des questions à poser ou bien des choses que vous n'avez pas saisies? Je suis à votre disposition.